m'insulter. Il y a beaucoup plus de victimes en Palestine qu'en Israël. Je suis un peu étonné que des gens qui défendent un parti communiste qui, lui, a collaboré pendant 2 ans avec les nazis, le temps qu'a duré le pacte germano-soviétique, puissent me donner des leçons de démocratie. Ces gens-là disent aujourd'hui qu'on est facho parce qu'on défend la liberté d'expression. Je voudrais bien qu'on ait le droit de dire ce qu'on pense et qu'on n'a plus le droit. Si vous parlez d'islam, vous dites que vous êtes islamophobe, etc. Le fait même d'en parler entraîne des accusations d'islamophobie. Je le dis avec grande colère parce que j'en ai plus qu'assez, je suis ulcérée. Et nous sommes nombreux d'ailleurs, de ces Français d'origine maghrébine qui n'ont aucune gratitude vernaculaire pour le pays qui leur a tout donné. Bien, mesdames et messieurs, bienvenue pour la plantation de ce arbre plus hauteur qui nous participeront tout au long de ce week-end allongé, entre guillemets, pour ce premier printemps de la liberté d'expression. Donc chacun, je vous invite à ça. Charles. L'assurance que nous allons revenir chaque année, vérifier comment cet arbre a cru et embelli, comment la liberté d'expression s'est développée au même rythme que cet arbre. Enfin, j'espère, en tout cas, on vérifiera chaque année. Il faut beaucoup de soins. Hein. Pour les arbres et pour la liberté d'expression, il faut beaucoup de soins. Continue, il ne faut jamais lâcher. Venez, fier. Ça y est, on vous a pas lu, c'est bon. Voilà. Ça s'appelle un troupeau de meute, c'est une meute, c'est un comportement de meute. Alors pour ceux qui seraient restés, parce que vous n'avez pas envie d'être instruits, un génocide, c'est la destruction d'un peuple entier. Il n'y a pas de Le Pen ici. Excusez-moi, vous écrivez les Le Pen, il n'y a pas de Le Pen ici. Non, il n'y a pas Le Pen, mais il y a des fachos. Qui? Ah ben, Michel Onfray? Oui, clairement, oui. Pourquoi? Eh bien, vous lisez sa biographie, vous le saurez. Sa biographie? Lisez ses écrits. C'est boulevard. Vous avez d'autres arguments? Oui, on en a après. Bah dites-nous. Mais alors, on parler en minutes, ça va être compliqué. Dans quel livre? Est-ce que vous avez une phrase ou quelque chose? Et ils combattent les idées. Mais il vient de la gauche, Michel Onfray, non? Pardon? Il y a la gauche qui l'a pas tourné. Hein. Ah oui. Mais c'est pas des méthodes fascistes ce que vous faites là? C'est comme les tiennes. Et Dégage. Ah non, on n'est pas fasciste. Ah bon? c'est l'autre camp qui est fasciste. Hein. Mais pourquoi? Non mais Ceux qui sont là qui sont fascistes. pourquoi? Est-ce que vous avez un argument? Ça fait 30 secondes, je vous demande un argument. Tout ce qu'on a entendu là, c'est que des... Une phrase par exemple, madame. Que les gamins, par exemple, de 20 ans, Ah, vous m'insultez maintenant. Vous m'insultez. Bah monsieur, vous n'êtes pas vous êtes un événement public, monsieur. On attend encore votre argument. Hein. Alors, Michel Onfray, vous êtes là au printemps de la liberté d'expression. Hier, Éric Nolot s'est vu interrompre par un homme avec un badge NUPES qui lui disait qu'il y avait un génocide à Gaza. Vous avez été interrompu 2 fois par des manifestantes. Je leur ai demandé des arguments sur vous, pourquoi elles vous traitaient de facho. Comment vous réagissez? Ça me fait rire, si je suis fasciste, c'est-à-dire que je suis un peu étonné que des gens qui défendent un parti communiste qui, lui, a collaboré pendant 2 ans avec les nazis, le temps qu'a duré le pacte germano-soviétique, puissent me donner des leçons de démocratie. Et voilà des gens qui ont défendu le nazisme pendant 39, 40, 41, 42.
en vertu du pacte germano-soviétique, et ces gens-là disent aujourd'hui qu'on est facho parce qu'on défend la liberté d'expression. Je comprends, ces gens-là n'aiment pas la liberté d'expression. Je comprends qu'ils aient envie d'insulter les gens, et je rappelle que l'usage du mot fasciste comme une insulte, c'est Staline. Donc c'est pas qu'ils ont des méthodes staliniennes dans le genre j'insulte, non. Là, réellement, ils sont en train de reprendre un élément de langage que Staline utilisait. Quiconque n'est pas avec moi est un fasciste, et ces gens-là pensent très exactement la même chose. Et puis cette dame qui m'a traité de facho, je veux dire qu'elle m'a dit qu'elle avait lu un poème, elle a lu un texte extrêmement indigent, elle avait la prétention de croire qu'elle avait écrit un poème, bon je veux bien, et quand j'ai commencé à répondre, elle est partie, elle n'a pas voulu écouter la réponse. Alors si ces gens-là pensent que je suis un facho, moi, voilà des gens qui utilisent des méthodes de facho pour estimer que je suis facho, j'ai ma conscience pour moi, il n'y a pas de problème. Cette dame qui était très heureuse de s'appeler je ne sais pas comment et qui a insisté pour dire que ses initiales c'était MLF, je veux dire que je préfère effectivement être à ma place qu'à la tienne. On a vu Florence Bergeau-Blattner arriver aussi entourée de beaucoup de forces de l'ordre. C'est ce qui arrive aujourd'hui quand vous écrivez ne serait-ce qu'une phrase sur l'islam. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est ce danger qui vient de l'extrême gauche, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si le danger vient de l'extrême gauche, le danger il vient de l'Élysée, le danger il vient du ministère de l'Intérieur, le danger il vient du ministère de la Justice. Ce sont des gens qui ont les moyens de faire respecter l'ordre républicain qui ne le font pas. Donc qu'il y ait des petits crétins qui traitent de fascistes des gens qui défendent la liberté alors qu'eux-mêmes sont des fascistes, des gens qui défendent la terreur, l'assassinat de victimes innocentes et qui nous parlent de génocide. Je suis désolé, un génocide c'est la destruction d'un peuple parce qu'il est peuple. Il y a eu 0 bombe tirée sur la Cisjordanie. Si vraiment il y avait le désir d'exterminer le peuple palestinien, eh bien il y aurait une destruction de Gaza et il y aurait en même temps une destruction de la Cisjordanie. C'est bien la preuve qu'il y a un problème ponctuel avec Gaza, mais pas avec le peuple palestinien. Donc on ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Ils ont décidé que c'était un génocide. Je rappelle que ces gens-là qui vénèrent Staline, ces gens-là qui vénèrent Robespierre, il y a quand même eu des destructions massives de peuples parce qu'ils étaient peuples. Je rappelle quand même que les Vendéens, ça c'est un génocide. Et que c'est Robespierre par lequel ils ne cessent de voir. Donc il y a un moment donné où il y a une inversion des valeurs totales. Et le problème, c'est pas qu'il y ait des crétins, c'est qu'à la tête de l'État, ces crétins soient portés au nu. On les laisse faire, ils disent ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et le premier qui dit peut-être qu'il y a un petit problème là avec les terroristes qu'on n'arrive pas à nommer terroristes quand il s'agit des islamistes. Là je parle même pas de Gaza, mais je parle des terroristes de France qui en France opèrent comme ils opèrent. Là on se dit mais vous n'avez pas la possibilité d'arrêter ça, monsieur Emmanuel Macron, monsieur Gérald Darmanin, monsieur, j'oublie même leur nom, mais je ne crois pas qu'il faille accabler des gens, ces gens-là qui après tout ne valent pas grand-chose, mais il faut accabler des gens qui ont le pouvoir de faire que ça s'arrête et qui ne le font pas, et qui même éventuellement se débrouillent pour que ça puisse continuer. Je pense que c'est un projet, de toute façon un projet concerté de détruire la France, la nation, le peuple français, ça s'appelle un populicide pour le coup, et pour faire de telle sorte qu'il y ait une espèce de grand marché européen qui devienne un grand marché planétaire, et c'est le désir de George Soros, qui est un des grands capitalistes comme on sait. Je trouve très drôle que des gens qui se croient de gauche soient vraiment les idiots utiles du capital international, du capitalisme international et planétaire. C'est le premier printemps d'une longue série sur la liberté d'expression. Je ne sais pas, c'est le bébé d'Éric Nolot, donc je pense qu'il a l'intention de refaire ça l'an prochain, et on verra. Merci Mais beaucoup. je suis de toute façon à ses côtés dans la défense pas que de la liberté d'expression, des libertés, parce qu'il n'y a pas que la liberté d'expression. Merci beaucoup. C'est moi. Sortez! Il y a un génocide! Ben, parce que c'est n'importe quoi, ils disent n'importe quoi depuis tout à l'heure. Mais t'avais prévu ce coup, Non, c'est juste ça m'a saoulé, c'est tout. Ce qu'a dit Éric Nolot sur la Palestine. Mais c'est n'importe quoi, c'est juste n'importe quoi. Il y a un génocide actuellement en Palestine. On peut pas le nier, il y a beaucoup plus de victimes en Palestine qu'en Israël. Voilà, on peut pas le nier. À un moment donné, t'as un badge NUPES, c'est ça, t'es militant C'est pas forcément la NUPES, c'est juste être humain en fait. C'est juste être humain, voilà. Vous avez raison. Merci. Moi je me barre. Ça m'a saoulé. Ah non, mais 5 minutes, ça m'a gavé. Rima Hassan. Éric Nolot, bonjour. Bonjour. Alors on est où ici? Nous sommes à Perpignan,
Nous sommes à Perpignan pour célébrer quelque chose qui nous est cher et qui est en danger, qui s'appelle la liberté d'expression. Alors nous avons planté un arbre au nom de la liberté d'expression. Chaque année, nous vérifierons les progrès de cet arbre et les progrès parallèles de la liberté d'expression. Et puis, pour un peu éclairer cette notion, il y aura des débats pendant 3 jours. Ça commence tout à l'heure. Moi, notamment, j'aurai une table ronde demain avec notre invité d'honneur, un de nos invités d'honneur, c'est-à-dire Michel Onfray. Voilà. Grand invité donc, pour ce premier printemps de la liberté d'expression. Est-ce à dire que la liberté d'expression est menacée en France? Je vois que c'est la question qui est posée dans l'une des tables rondes. Je crois que nous avons été tous un peu naïfs. Nous avons cru que la liberté d'expression allait de soi, que c'était un peu comme l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire. Puis on voit qu'elle est menacée par énormément de phénomènes, les 2 principaux étant le wokisme et l'islamisme, qui sont d'ailleurs alliés provisoirement en attendant que l'un s'occupe d'égorger l'autre. Mais en attendant, c'est une double entreprise de régression comme on n'en avait pas connu depuis très longtemps. Donc il s'agit de faire l'état des lieux, de nommer les choses, puisque le wokisme et l'islamisme interdisent en fait de nommer les choses. Et une fois qu'on les a nommées, savoir comment les combattre, parce que maintenant il faut passer à la phase active, c'est-à-dire qu'il faut un réarmement intellectuel pour reprendre le dessus après des dizaines d'années où nous avons été trop passifs, nous avons été trop naïfs, nous avons trop laissé faire. Là je crois que maintenant il y a d'ailleurs une prise de conscience, certes insuffisante, mais j'ai l'impression que c'est en train de bouger un petit peu. Et comment ça ne bougerait pas quand on voit tout ce qui se passe autour de Sciences Po, autour du conflit israélo-palestinien et de bien d'autres choses. Je crois que ça ne pouvait pas tomber mieux à un moment plus opportun, plus dramatiquement opportun qu'aujourd'hui. Et on a vu aussi des personnalités de gauche, d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, dont une conférence a été annulée, Raphaël Glucksmann exfiltré d'une manifestation. Est-ce qu'ils ne sont pas en train, eux aussi, de payer finalement un monde qu'ils ont créé? C'est l'arroseur arrosé, c'est une vieille blague qui se retourne contre eux. En effet, ils ont théorisé que tous les gens qui ne pensaient pas comme eux étaient des fascistes. Donc on ne peut pas autoriser des fascistes à tenir une conférence publique, on ne peut pas autoriser des fascistes à prendre part à une manifestation. Glucksmann s'est fait traiter de fasciste, quasiment. Donc en fait, ils ont conflictualisé, ils ont même revendiqué cette conflictualisation, et maintenant ça se retourne contre eux, c'est-à-dire qu'on ne veut plus discuter, on veut exclure. Écoutez, l'exclusion, c'est quand même le contraire absolu de la liberté d'expression. Enfin, est-ce qu'avec ce printemps de la liberté, il va se dégager peut-être des solutions, des propositions pour défendre cette liberté d'expression? Ça passe par quoi? Oui, il ne s'agit pas seulement d'en discuter, il s'agit de prendre des décisions. D'abord, de nous compter, pour compter ses forces, de se rendre compte et surtout d'en tirer les conséquences, que je pense que le front commun contre le wokisme et l'islamisme peut réunir des gens extrêmement divers, qui se revendiquent d'étiquettes très diverses. Donc c'est un début, c'est le premier printemps de la liberté d'expression. On va jeter les bases de quelque chose et je pense que les résultats seront spectaculaires et vont en surprendre plus d'un. Alors en attendant la prochaine édition, on vous retrouve en ce moment en librairie, je crois, avec un livre, La République c'était lui, c'est ça, vous tirez à balles réelles sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui, je m'étais occupé de la camarade Sandrine Rousseau, voilà, et là maintenant je frappe à la tête. Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est le symbole de la trahison, il a trahi tous les idéaux de gauche au profit de l'islamisme et puis de petits calculs électoraux. Et puis c'est un personnage extrêmement inquiétant parce que la logique ultime du mélenchonisme, c'est la guerre civile en réalité. C'est ne pas arriver au pouvoir, mais espérer que Marine Le Pen y parvienne. Et à ce moment-là, pendant 5 ans, on joue le grand fantasme de la révolution, du grand soir. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui paye les pots cassés des grands soirs. Quelqu'un qui paye les pots cassés de la révolution, ce sera des insurrections. Et moi, je sens monter à ma grande crainte, à ma grande inquiétude, à mon grand désarroi, la possibilité d'une guerre civile en France. Merci beaucoup. On vous dit à l'année prochaine, ce sera à Perpignan également. Ah oui, évidemment. Et l'arbre aura grandi et embelli et la liberté d'expression, j'espère, aura gagné un peu de terrain. Pour le qui intéresse la ville, me semble-t-il. On n'insulte pas les qui vous a permis de vous soigner gratuitement, qui vous a permis, si vos parents n'avaient pas les moyens, de bénéficier de toutes les aides sociales qui répondent à la politique de la ville, de suivre des cours du soir, de suivre des cours de musique, de suivre des cours de théâtre, de suivre des cours du sport, d'avoir les transports gratuits, de pouvoir partir en vacances à 10 fois moins le coût que quelqu'un dont les parents ont les moyens devraient payer,
Ces gens-là n'ont aucune gratitude pour le pays qui leur a tout donné. Et si vraiment elle s'intéressait aux conditions des musulmans, j'invite cette Madame Nassira El Mouadem à retourner dans un pays arabo-musulman où les droits élémentaires n'existent pas. Et je le dis avec grande colère parce que j'en ai plus qu'assez. Je suis ulcérée, et nous sommes nombreux d'ailleurs, de ces Français d'origine maghrébine qui n'ont aucune gratitude vernaculaire pour le pays qui leur a tout donné, sans quoi ils n'existeraient pas. Qui depuis 30 ans ou 40 ans ont déjà des regards très positifs vers ces gens-là. Je pense que quand Anouar El-Sadat a été assassiné... On va voir déjà si on a la possibilité vraiment de s'exprimer, puisque maintenant c'est très difficile de s'exprimer. Pour un oui, pour un non, on est traité de fasciste et dès qu'on n'a pas les idées des autres. Déjà, premièrement, on sent que c'est tendu. Quand vous parlez même avec des gens, on va dire lambda, qui n'ont pas, sans parler forcément d'opinion, mais des fois des divergences, ne serait-ce que de points de vue, on voit que maintenant, il y a une crispation, une intolérance que je pense qui a pris des proportions vraiment inquiétantes, selon moi. Ils veulent même supprimer ces news. Je ne sais plus quel gouvernement, ils sont en train de faire je ne sais pas quoi, pour qu'il n'ait plus le droit de diffuser. Alors moi je regarde toutes les chaînes, parce qu'il faut écouter plusieurs voix pour savoir exactement. Il y a du bien partout. Mais je pense qu'actuellement, ce que dit ce news sur l'éducation des jeunes, c'est vrai que c'est lamentable. J'ai connu Mélenchon quand j'habitais à Paris, j'habitais dans le 19e. C'était un homme au demeurant très courtois et très charmant avec les femmes. Mais il est fou allié. Et c'est un pouce au crime. Pour moi, il pousse au crime. Parce que la communauté juive dans le 19e, il n'y a rien à leur reprocher. Ce sont des gens formidables qui travaillent et qui n'agressent personne. Non, c'est très mal ce qu'il fait. C'est très très mal. Il pousse les gens au crime. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des personnalités, voire des médias qu'on essaye de censurer aujourd'hui? Ah oui, absolument. Vous pensez Absolument, tous les médias. Déjà, CNews, oui, c'est vrai. Oui, c'est évident. Il n'y a pas que CNews. Il n'y a pas que CNews. Tous les journalistes vivent dans une sorte de en plus, politiquement correct. La bien-pensance. Les dangers de la bien-pensance et de l'exclusion de la pensée différente. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la pensée différente n'est plus présentable. On empêche les gens de s'exprimer. Il y a vraiment une censure qui s'exerce dès l'instant qu'on n'est pas dans la bien-pensance et le politiquement correct. Je crois que c'est important de participer avec d'autres auteurs, écrivains, hommes politiques ou journalistes, de témoigner de ce qu'est la liberté d'expression, ce qu'elle doit être aujourd'hui en 2024, parce que tous les sujets qui sont abordés ici sont des sujets extrêmement sensibles souvent, qui ne sont pas évoqués dans les médias. Elle est en voie d'extinction, elle est devenue plus théorique que réelle. Et c'est la véritable identité française. On nous parle tout le temps de la race, mais la liberté d'expression, c'était l'identité française. Au même titre que Versailles à la Tour Eiffel. Donc il est essentiel de la garder, inclus, même au bénéfice de tout le spectre politique. Il faut que tout le monde puisse parler, dans le respect et sans violence. Il y a les livres de Boualem Sansal, évidemment, qui lui témoigne, parce qu'il est algérien et parce qu'il vit en Algérie, témoigne de la difficulté de vivre dans un pays qui est devenu un pays islamiste. Et donc son cri d'alarme, c'est quand même de dire faites attention, vous Français, parce que la France est en train de vivre ce que moi, Boualem Sansal, j'ai vécu en Algérie il y a 30 ans. Florence Bergeron-Blackler, en fait, qui a été un symbole en fait, de ce qu'engendre cette liberté d'expression. Pourquoi finalement ça vous semblait donc important d'y participer aujourd'hui à ce printemps? Alors d'abord j'ai été invitée parce que je suis donc lauréate du prix franc-parler. Je
pense que cet événement est absolument indispensable, c'est quelque chose qui devrait être organisé partout. La liberté d'expression est menacée, il faut la défendre et il faut la défendre activement en diffusant une littérature qui est parfois un petit peu moins mise en avant par certains médias. Donc de casser un peu ces logiques et trouver... Et on voit d'ailleurs que le public ne s'y trompe pas. Il est là nombreux, il vient nous encourager. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et simplement le fait de parler de frérisme, j'ai envie de dire d'islam tout court, peut mettre en danger aujourd'hui en France? Oui, parce que si vous parlez d'islam, on vous dit que vous êtes islamophobe, etc. Le fait même d'en parler entraîne des accusations d'islamophobie. Par des gens évidemment qui ne lisent pas, ce qui devient effectivement très dangereux puisqu'on sait où peut mener l'accusation d'islamophobie.